Un beau morceau de viande, c'est quelque chose de tonique, bien rassis, goûteux. Et là, pour être sûr de tout ça, on va l'ouvrir et voir à l'intérieur la coupe. À la bouche qui rit à Lausanne, on aime la viande, la vraie. L'apprêtage se fait à la main, dans un véritable corps à corps avec les carcasses. La viande, c'est une matière vivante. Ça vient d'un animal qui a un vécu. C'est chaque fois différent d'une pièce à l'autre, parce qu'il y a la race aussi qui a une incidence, l'élevage, l'alimentation, l'âge de l'animal et le temps de repos après l'abattage. Mais là, je crois qu'on est pas mal. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? L'aspect, peut-être l'odeur, un goût de noisette. On coupe. Dans ce temple du steak et de la côtelette, quand on évoque l'arrivée possible de viande fabriquée en laboratoire, un léger vent de scepticisme flotte dans l'air. Il faudrait quand même que ce soit une viande qui ressemble à de la viande, qu'elle ait une fibre, qu'elle ait un goût, qu'elle ait une texture. Je ne sais pas, ce sera l'avenir qui nous le dira. Vous en mangerez, s'il y en a un jour? Je pourrais en déguster. Pas plus. Je ne sais pas. Fabriquer de la viande au laboratoire, ça a longtemps été bon pour la science-fiction ou les comédies populaires comme L'aile ou la cuisse, sorties en 1976. C'est une toute autre histoire qui se joue aujourd'hui. Avec notre consommation phénoménale de viande d'élevage dans le monde, la production de viande cellulaire apparaît pour beaucoup comme une nouvelle promesse. Je dirais que la première promesse, c'est déjà tout simplement de ne plus faire souffrir des animaux pour se nourrir de viande. Donc une problématique éthique. Tout d'un coup, on peut faire une viande sans animal. Et la deuxième, c'est environnemental. Les différentes viandes ont des impacts environnementaux qui sont très élevés, notamment sur le climat. Et donc, l'idée de pouvoir trouver des alternatives qui seraient moins impactantes sur les ressources et le climat est bien évidemment aussi très intéressant. Les premiers témoignages laissent surtout suggérer que c'est indiscernable lorsqu'on le mange. Donc, je pense que c'est le goût qui est vraiment très similaire. Et après, ce qui va changer, c'est effectivement peut-être la texture et l'apparence aussi va peut-être être différente. Pour produire de la viande au laboratoire, il faut tout d'abord prélever des cellules sur un animal, du muscle de vache par exemple, pour fabriquer un steak. L'opération est indolore et se fait par simple biopsie. Les cellules sont ensuite placées dans un bioréacteur, grande cuve stérile et close. Là, elles sont nourries avec des nutriments comme des glucides, des acides aminés, des lipides et des sels minéraux. Cette solution nutritive peut être chimique, animale ou végétale. C'est aujourd'hui ce qui coûte le plus cher. À l'intérieur du bioréacteur, les cellules se multiplient et se transforment pour obtenir, par exemple, du muscle. Après 5 à 7 semaines, la viande de culture est prête à être transformée en galettes de burger, nuggets ou saucisses et prochainement en authentique steak de culture. Voici un prototype de ce steak. Il a été fabriqué dans les laboratoires d'Aleph Farm, une start-up israélienne qui travaille depuis 6 ans à proposer une alternative à la viande d'élevage. La viande cultivée sera un complément à la viande conventionnelle issue de l'abattage et au lait et permettra d'optimiser le bilan du secteur agricole. Nous sommes capables d'élever en fait des cellules de telle manière à produire directement une partie comestible de l'animal avec beaucoup moins de temps nécessaire, avec uniquement les ressources nécessaires pour produire cette partie comestible en termes d'eau, de nutriments. Et l'impact environnemental de la viande cultivée développée par Aleph Farms sera neutre en 2025, tout en permettant de fournir suffisamment de produits alimentaires de qualité, à la fois nutritionnels et sanitaires, à la population croissante du monde. En juillet dernier, Aleph Farm a déposé une demande pour commercialiser, en Suisse, sa viande cellulaire. Et ce, avant tous les autres pays européens. Chez Migros, on se lèche déjà les babines. Le grand distributeur est en effet un investisseur important d'Aleph Farm. Alors la viande cellulaire, on y croit. Oui, on y croit parce qu'on a investi là-dedans. On croit qu'il y aura un développement et on veut faire partie de ce développement.
On y a tellement cru qu'on a investi dans la bonne entreprise qui maintenant est la première en Europe à faire une demande d'autorisation, donc c'est déjà bon signe. Pour eux, naturellement, pour Aleph Farm, c'est très intéressant d'avoir un grand détaillant comme Migros. C'est une assurance de soutien aussi dans ce domaine-là. Ensuite, Aleph Farm, elle crée une technologie. C'est clair que nous, l'intérêt, ça serait, le jour où c'est possible, de produire cette viande en Suisse. Les produits ne sont pas encore autorisés. On parle de 3 ans pour les plus optimistes, de 10 ans pour les moins optimistes, s'il y a une autorisation. Le principal obstacle à la commercialisation de viande cellulaire, c'est aujourd'hui son prix. Produit en 2013 par un laboratoire hollandais, le premier steak in vitro valait plus de 2 millions de francs le kilo. En à peine 10 ans, les coûts et donc les prix ont chuté, même s'ils restent toujours 2 fois supérieurs à ceux de la viande d'élevage. Une production industrielle permettra bien sûr de raboter encore un peu les prix, mais ce n'est pas la seule solution. Et il y a bien évidemment aussi tout l'environnement réglementaire. Et là-dessus, par exemple, il y a des systèmes de subvention qui sont en général plutôt favorables à la viande d'élevage, par exemple. On peut imaginer qu'effectivement, la société peut avoir un intérêt en fait, à utiliser un certain nombre de ces fonds pour favoriser les viandes qui sont les plus vertueuses par rapport à celles qui auraient un plus mauvais impact carbone, par exemple. Si c'était la viande de culture qui était subventionnée, bien évidemment, le prix pour le consommateur en serait moindre. Et dans ces cas-là, bien évidemment, la viande cultivée serait plus abordable. Bonjour, madame. Même vendue à un prix compétitif, la viande fabriquée en laboratoire parviendra-t-elle à exciter nos papilles comme une brochette de poulet traditionnelle ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Et au-delà de la curiosité qui nous poussera sans doute à goûter cette nouvelle viande, sommes-nous prêts à changer radicalement notre relation aux vivants qui nous entourent et dont aussi nous nous nourrissons ? Des questions pour l'instant sans réponse. Pour l'instant. Lui, c'est Teung de Jong, et il est peut-être le premier paysan du futur. L'heureux fermier hollandais est volontaire pour participer au projet Respect Farm. Respect Farm, ce sont des ingénieurs, des architectes, des designers qui aident Teung de Jong à transformer d'ici 2 à 3 ans son exploitation en une ferme pilote qui regroupera sous un même toit une écurie avec des animaux et des bioréacteurs pour produire de la viande cellulaire. Les gens pensent aujourd'hui que la viande cultivée sera fabriquée en laboratoire. Mais la viande de culture ne viendra jamais des laboratoires. Oui, la recherche est faite en laboratoire, mais les laboratoires ne seront jamais des lieux de production. Il est donc très étrange qu'on n'ait pas pris conscience que les agriculteurs sont les producteurs naturels de cette viande cultivée. Dans les contacts que j'ai avec des agriculteurs, je constate que beaucoup s'inquiètent pour leur avenir. Ils se disent, est-ce que mon fils ou ma fille reprendra la ferme ? Nous pensons que leur montrer un avenir positif possible pourrait les aider à entrer en discussion. On parle là de ces 10 à 20 prochaines années, mais dans l'agriculture, ce sont des délais tout à fait habituels. Le projet Respect Farm séduit jusqu'en Suisse. La FENACO, société coopérative qui regroupe près de 23 000 agricultrices et agriculteurs, sponsorise pour quelques dizaines de milliers de francs l'aventure hollandaise. Ce qui nous paraît très intéressant dans le projet Respect Farm, c'est que les agriculteurs et agricultrices vont travailler leur propre matériel génétique, leurs cellules qu'ils auront prélevées dans leurs animaux, et ils vont les nourrir avec leurs produits, les produits qui ont été cultivés sur leur terre, dans leurs champs. Donc il y a une espèce de production circulaire qui nous semble prometteuse. Respect Farm cherche donc à réconcilier 2 mondes, celui de la terre avec celui de la haute technologie. Un pari pas si farfelu que cela pour la directrice de la FENACO. Je peux tout à fait imaginer que des agriculteurs ou des agricultrices mettent une combinaison blanche, rentrent dans leur bâtiment où ils ont installé ces bioréacteurs. Ok, ils ont une blouse blanche, ils ont des bottes en plastique blanc, ils ont peut-être un bonnet, un masque. En fait, c'est déjà ce qu'ils ont quand ils rentrent dans leur poulailler. Donc, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Ils savent prendre soin des animaux vivants et donc des cellules vivantes.
Le but, c'est de ne pas s'acheter du travail, mais bel et bien générer un revenu intéressant pour la famille paysanne. Donc ça peut être aussi une alternative très intéressante à une production industrialisée. Il y a celles et ceux que le projet Respect Farm réjouit, et d'autres qui ne sont pas, mais alors pas du tout convaincus, et pour qui l'initiative de la FENACO reste en travers de la gorge. C'est un peu dommage qu'une association d'agriculteurs, à la base, au départ, marche dans ce jeu-là. Pour moi, c'est une certaine utopie. Et c'est pour cette raison qu'on doit vraiment limiter cette production et garder la production naturelle de viande. En juin dernier, le conseiller national UDC est passé à l'offensive. Avec son collègue Pierre-André Page, il signe une motion qui propose purement et simplement d'interdire dans notre pays la production de viande artificielle à partir de cellules souches. Je pense que c'est une concurrence directe à la production naturelle de viande, quand on sait que notre pays a un quart de sa surface en pâturage et il faut transformer cette herbe en viande. Et si on a une concurrence trop forte de viande artificielle, eh bien, on risque d'avoir des pâturages qui seront délaissés avec toutes les conséquences que cela suppose au niveau de la montagne, avalanche, etc. Les débats autour de la consommation de viande cellulaire ne font que commencer en Suisse. Ils pourraient encore creuser davantage le fossé entre ville et campagne. Je pense que dans les campagnes suisses, c'est une idée qui va probablement amener beaucoup d'opposition. Je peux imaginer par contre que dans les villes, on va pouvoir trouver des publics qui sont assez porteurs en fait. Moi qui viens de Zurich, c'est à Zurich, c'est un des endroits où on a un des premiers restaurants végétariens au monde par exemple. Donc on voit aussi que dans la population elle-même, il y a probablement une appétence de longue date à trouver des alternatives aux produits animaux et ça risque de créer potentiellement des tensions en fait entre les différents groupes sociaux qui vont avoir en fait différentes perceptions de ces innovations. À Singapour, pour une poignée de dollars, on peut se nourrir à toute heure. Les stands de nourriture font partie de l'identité nationale. L'UNESCO les a même reconnus comme patrimoine culturel. Ceci est le célèbre poulet de Singapour. Ici, chacun mange en moyenne 36 kilos de poulet par an, un poulet importé, car à Singapour, il n'y a pas de ressources naturelles. Sur cette île, il faut donc trouver d'autres solutions. Une récente interdiction des importations de Malaisie et les problèmes liés à la pandémie ont poussé Singapour à investir dans les protéines alternatives et en particulier dans la viande cultivée. Saviez-vous qu'il existe un poulet de laboratoire cultivé ? Non, Que pensez-vous du poulet cultivé en laboratoire ? rien. Je n'en ai jamais entendu parler. La science et l'innovation, c'est fantastique. C'est le progrès. Il faut essayer de nouvelles choses. Mais pour moi, l'important, c'est le goût et le prix. Le goût et le prix, les deux enjeux de la viande du futur qui, à Singapour, est déjà une réalité. C'est dans la plus célèbre boucherie de l'île, fondée par le Suisse Ernst Huber et dirigée par son fils André, qu'on trouve du poulet de culture. Un lieu connu pour la qualité de sa viande, qui vient des abattoirs du monde entier. Bonjour André, comment allez-vous ? Bonjour Loretta, ça va bien et vous ? C'est un plaisir de vous voir. Vous avez beaucoup été dans les news dernièrement. Oui, et c'est pour ce produit. C'est du poulet cultivé, c'est un poulet dont les cellules sont extraites d'un vrai poulet et sont multipliées dans une usine. Ensuite, le produit est complété avec des ingrédients de base et ainsi on obtient de la viande de poulet.
Ça se mange comme un poulet d'élevage. Vous pouvez le manger et le cuisiner comme du poulet traditionnel, le frire, le griller, et il contient presque les mêmes nutriments. Votre boucherie, c'est la première au monde qui vend de la viande cultivée. C'est une décision courageuse. Quand mon frère et moi, nous l'avons essayé, nous en sommes tombés amoureux. Ça a le goût de poulet d'élevage, c'est délicieux. Et comme nous essayons d'être plus durables, cette viande nous le permet. Vous n'avez pas à tuer un animal pour obtenir de la viande. J'ai visité de nombreux abattoirs et ce n'est pas la partie la plus agréable du processus. C'est une autre façon de produire de la viande. Tout a commencé il y a 3 ans avec ces nuggets. Singapour a été le premier pays du monde à autoriser la production et la vente de viande de culture. Good Meat, filiale de l'américain Eat Just, reste la seule entreprise à en produire et à en distribuer en collaboration avec le boucher Hubert. Je cuisine des pâtes aux légumes printaniers avec du poulet cultivé frit. Nous avons une dizaine de personnes qui viennent aujourd'hui, un premier groupe de 5 personnes, puis 5 autres à 12h30. Nous pouvons en produire suffisamment pour nourrir la clientèle une fois par semaine. Nous préparons donc environ 8 à 14 portions par semaine en moyenne. C'est ce que nous avons actuellement sur la base de notre installation de production. C'est le jeudi que les gens peuvent réserver une place chez Hubert pour essayer la viande. Pour le moment, Good Meat n'en produit que 2 kilos par semaine, un processus qui prend du temps. Pour que les cellules atteignent la densité souhaitée, il faut compter environ 2 semaines et demie juste pour les faire croître. Ensuite, pour faire le poulet, il faut compter environ 1 à 2 jours. Donc au total, en moyenne, il faut environ 3 semaines, maximum 3 semaines et demie, et du temps aussi pour des contrôles de sécurité. En revanche, la curiosité est grande, portée par une redoutable campagne marketing menée depuis plusieurs années. Bon appétit, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, votre réaction? C'est du poulet? En fait, c'est un peu le goût de poulet. C'est un peu spongieux. Ok, c'est bien d'être honnête. Je suppose que si vous ne m'aviez pas dit qu'il s'agissait de poulet cultivé, je n'aurais pas remarqué. Mais il est un peu plus sec et la texture est différente. Mais j'identifie le goût du poulet. Et c'est quand même meilleur que d'autres protéines alternatives. Le frit est nettement meilleur que le grillé. La texture du morceau frit imite assez bien le poulet. Je pense que c'est pas encore tout à fait ça. J'aimerais vraiment savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que je mange. En comprenant et en rendant le processus plus transparent, c'est plus facile de convaincre les gens plutôt que de les rebuter. Mais là, je me sens en sécurité en mangeant cela. Combien tu payes pour ce plat?
Alors là, c'est écrit 18,50 $ plus les taxes, ça fait à peu près 20 $. Si vous vous souciez vraiment de l'environnement et de ce que vous consommez, c'est certainement un prix que vous êtes prêt à payer. Mais la majorité des gens achètent du riz au poulet à 5 $ dans la rue. Je ne pense pas que beaucoup d'entre eux seraient prêts à faire ce pas. Je n'ai pas les chiffres, mais oui, à nous, ça nous coûte beaucoup plus cher que ça. Mais vous savez, par rapport à ce que ça nous coûtait quand nous avons commencé, nous avons réduit les coûts initiaux d'environ 80% grâce aux installations et aux nouvelles technologies que nous avons acquises. Cette usine, encore en construction, produira bientôt entre 20 000 et 30 000 kilos de poulets cellulaires par an, un premier pas vers une production de masse. La procédure s'éloigne de la méthode habituelle, raison pour laquelle André Huber a bien analysé sa collaboration avec Goodmeat. Ce que vous voyez ici, c'est notre réservoir. Une fois les composants formulés, ils sont pompés dans ce réservoir dans des conditions spécifiques jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être transférés dans les principaux réservoirs de culture ici, où les cellules sont inoculées. Ensuite, c'est dans le bioréacteur que le processus de croissance cellulaire ou de culture cellulaire commence essentiellement. Donc c'est là que vous mettez les aliments pour nourrir les cellules qui se multiplient. Oui, c'est juste. Les conditions sont similaires à celles du corps. La température est d'environ 37 degrés. Vous ajoutez les nutriments qui sont dirigés doucement pour que toutes les cellules soient exposées à différents composants. Et puis, au fil du temps, quand nous avons récupéré suffisamment de déchets, nous commençons le processus de collecte. Je pense que c'est l'avenir. Maintenant, dans quelle mesure la viande cultivée fera partie de nos vies, eh bien, ça dépendra largement de la réduction des coûts et de l'évolution de la production. Des doutes subsistent sur l'importance de la consommation énergétique du processus et sur la méthode. Car en attendant l'ouverture de cette usine, pas de transparence, impossible de voir, savoir ou filmer comment et où la viande est préparée. D'un côté, nous devons nous assurer de protéger la propriété intellectuelle pour survivre. De l'autre, pour convaincre les consommateurs, il faut rendre le processus transparent. Aujourd'hui, par exemple, nous publions en ligne tout ce qui concerne l'aspect sécurité, le processus de production, les tests que nous effectuons pour nous assurer que le produit est propre et comestible. Personne ne connaît mieux la viande que la famille Huber. Père et fils ont bien conscience du débat sur l'impact environnemental de la viande traditionnelle. C'est pour cela qu'Ernst Huber fait confiance à son fils, même s'il y a 20 ans, il n'aurait jamais imaginé que sa boucherie vendrait de la viande cultivée. Il y a encore beaucoup de questions sur la viande cultivée. Je ne pense pas que le jour viendra où ils pourront faire tourner la boutique avec cette viande. Ce sera toujours un petit marché de niche. Certaines personnes, pour une raison ou pour une autre, voudront manger ça. Nous voyons maintenant que c'est une bonne alternative en matière de production de protéines. J'espère que nous pourrons avoir un bon équilibre entre les deux afin que la terre ne soit pas surmenée et qu'elle puisse continuer à se renouveler pour les générations futures. L'avenir de la viande de culture reste incertain, mais déjà, Singapour et le boucher suisse écrivent l'histoire.